Bonjour. Salut. Salut les fololos. Oh putain, Je vais faire comme Tania. c'est mal parti. On est là pour 3 heures. Non, c'est bon, allez, on est efficace. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Vogel, qui est sénatrice. Mélanie, bonjour. Salut. Est-ce que tu voudrais un petit thé pour qu'on parle un peu consentement? Alors en fait, j'ai un truc à te dire. Je déteste le thé. Mais J'aime pas le thé. Je sais que ça fout en l'air tout le truc de la vidéo. c'est nul ça. J'aime pas le thé. Mais t'es sûre que t'aimes pas le thé? Je déteste le thé. T'as essayé tout l'été? J'aime pas le thé. Je n'aime pas le thé. Même celui-là, par exemple. Et si c'est du thé, j'aime pas. Ok. Bon, ça, c'est exactement ce qu'il faut pas faire. En fait, quand les gens disent qu'ils aiment pas le thé, juste ils aiment pas le thé, vous respectez, vous les laissez boire du café en paix. Voilà. Ouais, j'aime pas le thé, j'aime le café. Ah, je sais pas ce que, dans ce contexte, Ça veut le dire. café représenterait par rapport au thé. Mais c'est vrai, il y a vraiment un truc relou. Quand tu dis que t'aimes pas le thé, il y a des gens qui commencent à t'expliquer que c'est pas possible. Tu dois aimer le thé. Donc en fait, t'as pas goûté le bon. Il y en a sans doute un, t'as pas compris. Celui qui l'achète je sais pas trop où, qui vient de je sais pas où, et il est vachement bon, et c'est que t'as pas compris, t'as pas trouvé le bon thé. Tu dis, mais je n'aime pas le thé. Voilà. Donc en J'aime fait, le on fout café. la paix aux gens et on respecte ce Ouais, il qu'ils y a aiment des et ce gens qu'ils qui aiment aiment pas le thé et qui aiment le café. Et d'ailleurs, dans ces super sachets de thé qui ont été faits par l'asso Sexe et Consentement, avec du coup un peu des prompts sur le consentement, sur celui-là par exemple, il y a écrit « Comment apprécier un thé, étape 1 ». Avoir envie d'un thé. Voilà. Exactement. Donc moi, je vais m'ouvrir ce sachet de thé pour le coup. Et du coup, ça nous Et permet... du coup, moi, je bois un café. et c'est toi, ok tu peux boire un café, c'est complètement OK. Et je ne t'impose pas ma volonté Mais moi non plus, parce que toi, de t'aimes boire pas le du café. thé. Exactement. Si, j'aime bien le café, mais je suis trop speed pour pouvoir en boire. Ouais, C'est un je peu la reconnais. différence. J'avoue. C'est encore différent. Ouais. Du coup, là, ça nous permet quand même de pouvoir parler de consentement. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, un peu dans le contexte actuel, avec tous les débats qu'on a sur le consentement? Là, on parlait du fait que, typiquement, on force personne et que chacun aime ce qu'il veut. Toi, le consentement, est-ce que tu as un souvenir de comment il est entré dans ta vie, peut-être? Oh là là, on part dans un truc... Je sais pas, mais en tout cas, je trouve que dans les débats qu'on a, Ouais. ce qui est clair, c'est que globalement, le consentement dans tous les domaines de la vie, ça pose pas tellement de questions. En tout cas, ça en pose beaucoup moins que dans le domaine de la sexualité. Et en gros, que tu prennes le sachet de thé ou en fait tout autre exemple, les gens comprennent tout de suite très très bien. Dès que tu n'es pas en train de parler du corps des femmes, soudainement, ça devient super clair. Donc par exemple, quand tu dis... je suis à la terrasse d'un café et il y a mon portefeuille sur la table. Et il y a un type qui passe et qui prend mon portefeuille. C'est typiquement une situation où t'as rien fait, tu vois. Et ton portefeuille était peut-être très beau, sur une jolie table. Et c'était un beau portefeuille. À paillettes. Un beau portefeuille. Voilà. Et tout le monde comprend instinctivement que t'as pas besoin de dire « Ne me prenez pas mon portefeuille. Pour information, ce portefeuille est là, mais il ne doit pas être pris. » Tout le monde comprend bien qu'en fait, par définition, ton portefeuille est à toi. Et il n'est pas à disposition des autres. Il n'est pas disponible pour n'importe qui passe, qui se dit « Oh ouais, le portefeuille, je l'aime bien. Et puis, si elle ne m'arrache pas le bras, globalement, je peux le prendre. » Tout le monde comprend ça de la même manière. Tout le monde comprend que là, on est dans ton bureau, la porte est fermée. Globalement, si quelqu'un tape pas à la porte et qu'on lui dit pas oui, en fait la personne n'a pas à rentrer. Et en fait, pour tous ces exemples-là, ça paraît super simple. Et pourtant, dans toutes les discussions qu'on a eues sur le consentement lié à la sexualité, globalement, ce qu'on nous répond toujours, c'est « Ouais, mais c'est super difficile. C'est la zone grise, machin, super compliqué. » En fait, tu es capable de comprendre ce que c'est la volonté libre de l'autre pour tous les aspects de la vie. Mais quand il s'agit de son corps, soudainement, ça devient flou pour toi. C'est peut-être toi qui as un problème. Ouais. Et ça me fait rire, ce matin, j'écoutais la radio, tu vois, j'entendais un responsable politique qui parlait par exemple du consentement à l'impôt. C'est littéralement une notion qui est à peu près partout dans la société, mais c'est problématique dès qu'on parle du corps des femmes ou de sexualité, en fait. Et c'est pour ça que moi, je sais que, un peu pour démystifier le truc, j'aime bien dire, mais en fait, quand on vous parle de respect mutuel et de communication, tout le monde comprend. Ouais.
Donc, pourquoi est-ce que consentement, ce serait un gros mot particulièrement parce que ce serait une notion un peu lourde et connotée, alors qu'en fait, non, c'est juste... ça devrait être la base des interactions humaines, quoi. Et Merci pour le café. Moi, je trouve que mon thé est excellent, tu vois. Bah, c'est cool. Comme ça, pour tout toi. le monde est hyper Tout le heureux. monde est super content et on ne boit pas la même chose. C'était pas méga drôle. Est-ce que tu peux respecter ma liberté Oui, de rire d'apprécier même pas des blagues nulles, de rire comme ça. à des situations intéressantes. Et là, on a le texte qui va arriver au Sénat. Ouais. Comment est-ce que tu perçois un petit peu la situation? Est-ce que tu perçois qu'il y a eu un peu des changements après le débat à l'Assemblée? Tu le sens comment? Ouais, bah en fait, paradoxalement, mais ça montre, je pense aussi en creux l'intérêt du texte et de l'évolution du code pénal. Je pense que moi, je suis assez confiante sur l'issue du processus. J'aurais pas dit ça il y a 2-3 ans. D'ailleurs, on s'est rappelé dans mon équipe il y a un moment que quand j'ai commencé le combat sur l'IVG dans la Constitution, on avait réfléchi à faire ça avec le consentement. Et moi, voilà, il y avait un débat sur où est le chemin, qu'est-ce qui peut marcher. Moi, je disais l'IVG, ça peut marcher. Mais non, impossible. Le consentement, ça marche. Non. Et en fait, paradoxalement, le débat dans la société qu'il y a eu après le procès de Mazan, qui en fait n'a pas de rapport direct d'un point de vue pénal avec la question, a créé un débat qui fait qu'aujourd'hui tout le monde se rend compte, et aussi une grande partie de la classe politique, de l'intérêt de la modification. Et je trouve assez intéressant que ce soit à la faveur d'un procès qui a mis en fait dans le débat public la culture du viol, mais qui n'est pas un procès où on peut dire là vous le voyez, droit était défaillant. Voilà. Parce qu'en fait, ça a justement mis en lumière que c'était, ce qu'était la culture du viol, que en fait, voilà, tous ces types, c'était. C'est Monsieur Tout le Monde. Voilà, c'est Monsieur Tout le Monde, et que si un mec est capable en 3 clics de rameuter une centaine de personnes autour de chez lui pour aller violer sa femme, c'est que globalement, c'est massif. Et donc, ce que ça a mis en lumière, en creux, c'est que pour tous les cas où il n'y a pas, déjà où il n'y a pas toute la chaîne qui fait qu'on découvre, mais aussi où il n'y a pas les vidéos, c'est très rare dans un procès d'avoir des preuves matérielles etc. classées par date, avec les noms, machin, je veux dire, c'est quand même, ça arrive quasiment jamais, la plupart du temps, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas d'image, et donc en fait la matérialité des faits, elle n'est pas évidente à prouver. Et en fait ça a mis en avant que pour toutes les autres situations, en fait c'était nécessaire d'avoir une évolution, et je trouve ça assez intéressant en fait, et ça montre que l'objet de la loi et du changement, bien sûr il y a un intérêt, moi j'en suis convaincue, il y a un intérêt pénal dans les procédures judiciaires, etc. Mais c'est pas forcément l'intérêt le plus important de cette affaire. En fait, je pense que l'intérêt pédagogique de la loi, sociétal, il est énorme, parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est pas seulement de mieux criminaliser les viols qui ont lieu, c'est quand même qu'il y ait moins de viols. Et ancrer dans les mentalités qu'en fait, se préoccuper de la volonté de l'autre, c'est la clé, et qu'en fait, si tu le fais pas, tu pourrais croupir en tôle. Je pense que ça fait partie d'un mécanisme de prévention aussi. C'est ce que nous, dans nos travaux, on a appelé la fonction expressive de la loi, quoi. La loi, elle dit quelque chose, et ça sert aussi en fait à prévenir les crimes, et c'est ultra important. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis sur Mazan, parce que moi, je suis tout le temps interpellée dessus, et je pense que nous, par exemple, dans nos travaux, on a vu un avant et un après dans la manière dont on était entendu en fait sur le sujet du consentement. Parce qu'en fait, finalement, comme c'est une affaire qui a explosé médiatiquement, toutes les rédactions de ce pays ont dû en fait traiter cette affaire.
Et du coup, les journalistes traitent la question différemment depuis Mazan et la prennent presque beaucoup plus au sérieux. Et typiquement, le truc cliché de « Oh là là, mais on va devoir signer un contrat » avant, après Mazan. C'est incroyable à quel point on a arrêté de nous le dire, alors qu'avant, c'était quasiment systématique, en mode genre « Oui, mais monsieur Michu, machin, il s'inquiète de est-ce qu'on va devoir signer un contrat pour avoir des relations sexuelles ?» Et ça, je trouve que ça dit quelque chose, effectivement, de l'impact culturel que ça a eu. Et effectivement, on est vraiment sur une révolution culturelle. Et du coup, je me fais l'avocat du diable. Toi, tu réponds quoi aux gens qui disent « Oui, mais est-ce qu'on va pas finalement un peu normer les relations sexuelles avec cette notion de consentement ?» Moi, j'ai une réponse, mais je suis intéressée de la tienne. C'est quoi ta réponse? Déjà, nous, on a toujours essayé de ne pas tourner en ridicule cette affirmation-là, parce qu'en fait, elle dit quelque chose de gens qui ont une crainte, en fait, qu'on vienne bouleverser des normes et des codes de séduction pour certains. Mais ce qu'on explique aussi, c'est que ce qui pour certains serait fameuse, tu vois, c'est quoi, le pouvoir d'importuner, le pouvoir draguer et tout ça. C'est quoi? La liberté d'importuner. d'être importuné. Ouais. Et qui en fait serait en rapport à des codes de séduction, en fait pour d'autres, pour les victimes, c'est pas ça quoi. C'est une question de survie, c'est des traumatismes à vie en fait. Un viol ou une agression sexuelle, c'est pas neutre pour la personne qui la reçoit et finalement on vient pas normer, on vient juste donner des outils pour que tout le monde soit plus safe à la fin. Oui, et puis je pense qu'en fait les gens qui disent ça, enfin ce que ça dit d'eux, c'est que globalement ce qu'ils considèrent comme être la norme, qui ne veulent pas qu'on altère avec ce qui serait demain une culture du contrat, machin, ce qui est absolument pas. En plus, bon, on pourrait peut-être y revenir tout à l'heure, mais c'est absolument pas ce qui est écrit évidemment dans la loi. Mais ça montre que pour eux, le truc normal, c'est pas trop de demander l'avis de l'autre. Bien sûr. Et en fait, je trouve que ce qui est important, c'est de renverser le truc et de monter, mais en creux. En fait, toi, ça te dérange vraiment de vérifier si l'autre est OK? C'est quand même chelou, tu vois, ce que ça dit de toi. C'est-à-dire que tu veux pas une évolution qui ferait que tu arrêterais de ne pas te préoccuper de la volonté de la personne en face. C'est toi qui as un problème, en fait. Globalement, si tu n'as pas de problème avec le fait d'être respectueux de la volonté de l'autre, cette modification elle change rien, en fait. aucune menace dans ta vie, tu vois. Donc en fait, ça va changer quelque chose pour ceux qui aujourd'hui ne se préoccupent pas de la volonté de l'autre. Et c'est ça que je pense ce genre de remarques démontre. Ouais, c'est ce que ça révèle en creux. Et je vais devoir en fait, c'est-à-dire donc tu es juste en train de dire que tu le faisais pas. Ouais. Et que t'as pas envie de le faire en plus du coup. Ça te saoule, Ah non, mais il va falloir vérifier qu'elle est d'accord. Il va falloir demander si tout va bien et si on est sur la même page. Et moi j'observe aussi que on a un vrai enjeu par rapport à la nouvelle génération en fait aussi, de leur donner les clés de qu'est-ce que c'est le consentement, etc. Parce que on a un peu toutes les dernières études qui montrent que il y a une dégradation quand même de la perception du consentement, notamment chez les jeunes hommes. Et je trouve que justement leur redire en fait ce que c'est et à quel point ça peut être simple et à quel point en fait c'est juste un outil pour s'assurer qu'on évite des drames, c'est remettre quelque chose d'hyper simple au cœur des interactions pour les jeunes aussi quoi. Et puis c'est aussi, et ça c'est pas gagné, mais c'est aussi ancrer le fait que il n'y a pas de moment où si l'autre veut pas, c'est ok en fait. Oui, et ce qui ressort vachement dans certaines études où tu lis que les jeunes garçons pensent que quand une fille dit non, en fait, elle veut dire oui. Ouais, et aussi que... Enfin, moi, ça m'avait marqué, c'est cette étude qui... Alors, je me souviens plus des chiffres exactement, mais qui disait qu'en gros, un truc genre un tiers des hommes répondaient qu'ils violeraient une femme s'ils étaient certains de ne pas être inquiétés par la justice. Et en fait, c'est ultra tu violent. te dis, voilà, donc on a clairement un problème. Et donc, le fait de dénoncer qu'en fait, ce risque... Parce qu'en fait, je pense que la perception de est-ce que je pourrais être inquiétée ou pas joue beaucoup sur qu'est-ce que tu vas faire ou pas. Bien sûr. Et donc, c'est la question de l'impunité qui est dénoncée. Aujourd'hui, le fait que...
grosso modo, plus de 99% des viols en France sont impunis. Ouais. Enfin, tu rapportes ça à n'importe quel autre crime, globalement... Ça n'existe pas, en fait, on ne laisserait pas faire, bien si sûr. 99% des gens qui font des excès de vitesse ne recevaient jamais d'amende, il y aurait beaucoup plus d'excès de vitesse. Ce qui dit aussi quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que les gens aiment bien conduire vite, mais ça dit aussi qu'aujourd'hui dans la société, il y a un nombre important d'hommes qui, et c'est ce que cette étude disait, sont pas gênés par le fait de violer. Bon. Mais donc je pense que énoncer dans la loi, en fait, ce qui te fait risquer d'être inquiété par la justice, c'est de ne pas avoir vérifié le consentement, ça change un peu la barrière du truc. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, globalement, ce que disait la loi aux gens, enfin ce que dit toujours la loi aux gens, c'est tant qu'il n'y a pas violence, contrainte, menace ou surprise, prouvé, vous ne serez pas inquiété. T'es tranquille. Quoi. Ouais, et c'est ce qu'on voit avec les chiffres sur les 73% de classement sans suite. Et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec 8 victimes sur 10 qui portent pas plainte, quoi. Parce qu'en fait, le système, il dit pas que les mecs vont se faire choper, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et il y a un côté rationnel, hein. Je veux dire, c'est pas un hasard. Il y a plein de raisons pour lesquelles les personnes ne portent pas plainte, mais aussi le fait de voir que statistiquement, tu as quand même peu de chance. Enfin, tu le fais pas forcément que pour ça, mais... oui, mais et en plus, quand tu sais que c'est un parcours ultra difficile, pénible, oui, grosso modo, tout le monde témoigne, il faut des ressources financières, du soutien humain, et en plus, là, on a vu les chiffres, enfin, en tout cas, pas les chiffres, mais les cas récemment de victimisation secondaire. Donc, en gros, la victimisation secondaire, c'est de se dire, tu es victime une fois au moment où tu te fais violer, mais tu es victime une deuxième fois parce que tu es tellement maltraité par la procédure, par la justice ou par les forces de l'ordre. En fait, c'est un parcours du combattant. Et nous, pendant la mission d'info qu'on faisait, c'était Julia Foyce qui disait moi, en fait, j'ai été brisée 2 fois. J'ai été brisée une fois au moment du viol et une deuxième fois au moment de la justice parce que ça a été tellement violent. Quoi. Donc, c'est multifactoriel, mais clairement, l'impunité, c'est quand même un gros facteur de se dire à quoi bon, puisque de toute façon, à la fin, ils s'en sortent toujours, les agresseurs. Ouais. Mais d'ailleurs, je trouve que ce qui s'est passé en Suède quand ils ont modifié la loi, alors on dit souvent, et à raison, hein, la Suède avait une très mauvaise législation, donc c'est forcément compliqué de comparer parce qu'on n'était pas au même endroit et quand ils l'ont changé, la différence n'était pas la même que nous, ce qu'on va faire. Mais en tout cas, ce qu'on a vu, et c'est intéressant parce que les opposants à l'introduction du consentement dans le code pénal utilisent cet exemple en disant « voyez, ça ne sert à rien » et pour moi, ça dit exactement l'inverse. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a commencé à y avoir une Pourquoi augmentation. Pourquoi ils disent que ça ne sert à rien Parce que donc, on voit que avant même que le changement soit introduit dans le code pénal, il y a commencé à y avoir une augmentation des condamnations. Et donc là, voilà, il y a des gens qui disent, voyez bien, ça sert à rien, parce que c'est pas le fait de le mettre dans la loi. En fait, il faut juste que les juges fassent bien leur travail et tout. Et là, je suis là, oui, mais c'est bien parce que il y avait un projet de le mettre dans la loi, des débats au Parlement, etc., et la certitude que ça allait arriver, que ça a eu un impact. Donc c'est la preuve qu'en fait, ça a un impact et qu'effectivement, l'impact n'est pas limité simplement à ce qui se passe dans les commissariats et dans les tribunaux, mais que, c'est ce qu'on disait au début, la loi a une fonction autoréalisatrice. En fait, ça produit quelque chose dans la société que le Parlement dise, voilà, la limite, c'est ça. C'est ça la norme, ouais. Et moi, je suis convaincue que c'est pas la seule chose, enfin, il n'y a pas, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais ça va pas tout. Mais non, ça va pas tout changer. On l'a jamais dit d'ailleurs. Personne n'a jamais dit. Rien ne va tout changer. D'ailleurs, on sait très bien que pour abattre le patriarcat, il n'y a pas un machin. Voilà, on fait ça et puis c'est bon. On a détruit le patriarcat. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, mais voilà, sinon, on l'aurait fait déjà. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, nous, on l'aurait fait. Voilà, mais en tout cas, disons, ce serait un peu plus facile. Mais je suis convaincue que ça fait partie des outils, pas seulement pour mieux condamner les viols, mais pour réduire sur le long terme, bien sûr. Le nombre de viols au total. Il n'y a pas de baguette magique et ça prendra le temps qu'il faudra, mais en tout cas, c'est un pilier, quoi. C'est une pierre qu'on lance dans le mur de l'impunité et qu'on utilise pour construire en fait, la société de demain. Et on espère que c'est plutôt la culture du consentement qui prendra le pas.
Et du coup, on va faire ça une tasse de thé et une tasse de café à la fois, n'est-ce pas? Absolument. Au revoir. Tu veux que je dise au revoir? Au revoir. Non, ça va pas du tout. C'est un au revoir d'enfant. Le 18 juin. Et donc, on se donne On se voit rendez-vous. le 18 Et on se donne rendez-vous le 18 juin au Sénat. au Sénat.